Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Rôle Modèle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Pauline. Pauline, c'est un de mes rôles modèles. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant plusieurs mois au sein de la Fondation L'Oréal. Quand j'ai demandé à Pauline de venir à mon micro, j'étais à 10 000 km d'imaginer tout ce qu'elle avait vécu et ce que la vie avait mis sur son chemin. Entre le divorce difficile de ses parents à l'âge de 9 ans, empreint de violence, la responsabilité très jeune autour de sa maman et de sa petite sœur, 2 parcours de PMA qui ont été compliqués pour elle qui avait vraiment envie d'être mère depuis très très longtemps, jusqu'à la maladie qui est venue la frapper de plein fouet entre ses 2 grossesses, avec en fil rouge, tout au long, son incroyable aventure au sein du groupe L'Oréal pour arriver là où il en est aujourd'hui. Croyez-moi, cet épisode, il est inspirant, il est puissant, il est décomplexant. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir tout de suite. Bonjour Pauline. Bonjour Agathe. Merci d'être à mon micro. Non, mais merci à toi. Je suis hyper touchée de t'avoir. Voilà, on a travaillé ensemble pendant quelques mois. Et la première fois que je t'ai rencontrée, ça m'a émue, ça m'a smashée. J'ai vu que tu avais un leadership, un management incroyable. Et donc, je suis hyper contente que tu puisses être là aujourd'hui. C'est trop. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je suis Pauline. Je suis la maman de 2 enfants, Adèle et Marceau, qui ont 8 ans et demi et 3 ans et demi. Et je suis la directrice exécutive de la Fondation L'Oréal. Super, merci beaucoup. Alors du coup, si tu veux bien, on va commencer par ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel environnement tu as grandi, quelle petite fille tu étais ? Eh bien, je grandis dans un environnement, j'allais dire classique, mais qu'est-ce que c'est que classique ? Mais on va dire classe moyenne, un papa, une maman, le pavillon en banlieue parisienne, petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Voilà, tout se passe à peu près bien, on grandit bien, jusqu'à l'âge de 9 ans, et tu le mentionnais tout à l'heure, l'âge où mes parents décident de divorcer, ou plus exactement, ma mère décide de se séparer de mon père. Et là, c'est un peu le premier, je pense, événement assez marquant de ma vie parce que, un divorce, pour tout enfant, j'imagine, c'est jamais on préfère tous avoir papa et maman ensemble. Mais nous, ça prend un peu des proportions un peu différentes parce que mon père réagit très mal au souhait de ma mère de divorcer et devient très violent. Et s'ensuivent vraiment des épisodes qui sont assez douloureux, surtout quand on a 9 ans et qu'on comprend pas trop ce qui se passe. On a des moments où plusieurs moments où on doit finir à la police, où on doit s'enfuir, des courses-poursuites de voitures et qui se termineront au bout de plusieurs mois par on quitte la maison avec ma mère et ma sœur et on va rester un peu cachés pendant quelques mois et on ne reverra pas mon père tout de suite. Ok, et à ce moment-là, tu as 9 ans. Mm-hmm. J'imagine que pour une petite fille comme toi, tu le disais, tu comprends pas forcément ce qui se passe. Et en même temps, tu me racontais que tu as cette espèce d'instinct de protection aussi. Tu prends une charge et une responsabilité auprès de ta maman et ta petite sœur. Tu grandis peut-être très, très vite à ce moment-là. Ouais, je me rappelle qu'à l'époque, j'aimais beaucoup écrire. Et je me rappelle d'un poème que j'ai fait à ce moment-là où j'explique, alors avec des mots d'enfant et forcément avec la maturité d'un enfant de 9 ans, mais où j'explique que en fait, j'ai fait tomber la clé de la porte de l'enfance et que maintenant, je suis bloquée du côté des adultes et je comprends très bien que maintenant, je vais y rester. Et c'est vrai que j'ai cette responsabilité parce que je pense que j'étais très proche de mon père en fait avant qu'il se passe tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, je porte un peu la responsabilité de me dire comme si c'était un peu de ma faute. Ou en tout cas, j'étais co-responsable du fait que ça a évolué comme ça, que voilà, ça a évolué un peu dramatiquement comme ça. Et je vois, ma sœur est petite, elle a 4 ans et demi, 5 ans. Ma mère, finalement, qui me paraît très âgée à l'époque, et finalement, je me rends compte qu'elle était encore toute jeune. Elle avait quoi, 34, 35 ans. Ouais. Et c'est vrai que, voyant un peu cette situation, me sentant un peu responsable, c'est vrai qu'en tout cas, à mon sens d'enfant et l'émotion que j'en ai aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, je vais me sentir dans mon rôle de devoir les prendre en charge. Ok. Waouh, c'est intense pour une petite fille de 9 ans. Tu m'as dit aussi, quand on a préparé l'épisode, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, tu m'as dit, et je reprends tes mots, mais tu m'as dit « J'ai une enfance pas géniale, mais j'ai décidé ce jour-là que le reste de ma vie serait incroyable. » Et du coup, à partir de ce moment-là, j'imagine que tu as tout mis en œuvre pour faire avancer les choses dans ce sens-là, quoi. Absolument. En fait, je me rappelle très bien. Je me rappelle avoir conscientisé vraiment de la manière dont tu le dis, me dire... et je me rappelle, c'était un soir de moments violents où je m'étais enfermée, j'avais bloqué la porte de ma chambre avec mon bureau, etc. Et je me rappelle vraiment me dire, OK, mon enfance, elle est pourrie,
mais du coup, j'aurai une vie d'adulte géniale. Et vraiment, je pense que ça a été ma boussole. Et parfois, alors cette histoire, finalement, pas grand monde la connaissent de mon enfance, mais ceux qui la connaissent, souvent me disent, mais t'as eu de la chance parce que t'aurais pu mal tourner, enfin voilà, comme t'as un peu perdu tes repères, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça, me dire, adulte, ma vie, elle sera géniale, et me construire en fait là-dedans. De me dire, ok, bah en fait là, il faut serrer les dents. Ça va être des années où on va serrer les dents, mais on va tout mettre en place pour que du coup, derrière, ce soit vraiment génial. Et alors, quand on a 9 ans, c'est quoi la projection d'une vie d'adulte géniale? Et ben, je me suis dit que déjà, il fallait que je sois très bonne à l'école. J'avais toujours été plutôt bonne élève, mais là, vraiment, c'est devenu un truc très conscient. Il fallait que je sois la meilleure, il fallait que je réussisse dans mes études parce que c'était la clé pour m'en sortir. Et aussi avoir une indépendance. Bien sûr. Tu t'es tout de suite dit, ma seule issue, entre guillemets, c'est les études. Mm. Et du coup, si on parle études, donc à ce moment-là, tu as 9-10 ans, tu fais ton collège, tu fais ton lycée. Et au moment de faire des études supérieures, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les choix que tu fais? Tu décides d'en faire déjà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu te diriges vers ces études-là, puisque tu as fait Sciences Po? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Sciences Po? Eh ben, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que assez jeune, au collège déjà, c'est sûr, je me dis que je veux devenir diplomate. Alors, j'ai personne de diplomate dans ma famille. Mon père était médecin et ma mère était consultante. Enfin, rien à voir. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je me dis... Et je suis passionnée de tout ce qui est géopolitique, relations internationales. Et à l'époque, je me vois comme je veux, déjà à l'époque, résoudre le conflit israélo-palestinien. Tu vois, c'est des images... Moi, j'ai grandi dans les années 90, voilà. Et j'ai vraiment ce truc de me dire, il faut avoir un impact et je veux participer à la résolution des grands sujets de ce monde. Et donc, tu te dis, meilleure voie pour y arriver, Sciences Po, assez logiquement. Et donc, tu démarres Sciences Po, tu fais ta carrière, enfin, tes études dans cette partie pour la géopo. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que ça ne sort pas en géopolitique à la fin. Et finalement, je finis chez L'Oréal. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à quel moment ça a vrillé? À quel moment tu as switché, en fait? En fait, au milieu, je pense, de ma scolarité à Sciences Po, parce qu'on a la chance d'avoir des profs incroyables et de rencontrer beaucoup de gens, en fait, je réalise, il y a deux choses, si je suis hyper honnête. D'un côté, je réalise que si je veux faire vraiment diplomate, le MAE, enfin le ministère des Affaires étrangères, ça va être une suite quand même de concours derrière. Et je pense que j'arrive à un moment où je me dis un peu flemme. C'est bon, quoi. Ouais, je crois que je me dis un peu ça. Mais surtout, je réalise, en fait, c'est concomitant avec le fait de rencontrer aussi des métiers, des corps de métier, notamment des diplomates, et de me rendre compte que finalement, j'avais, je pense, idéalisé la fonction. Et que c'est pas finalement ça non plus, c'est pas eux qui ont tout pouvoir pour réaliser les choses. Et du coup, je questionne aussi l'impact. Et donc, un peu les deux mis bout à bout, je me dis, bon, bah en fait, plus du tout ça. Ah ouais, switch total. Switch total. Okay. J'avais pas du tout projeté autre chose. De là, je me dis, bon, je me suis jamais vue dans le secteur privé, le business. Il y a un côté un peu, je vois ça un peu d'un mauvais œil, un peu sale. Ces gens qui veulent faire de l'argent. Bien sûr. Et du coup, bon, je suis un peu perdue. Et donc, je me dis, bah, alors si je regarde le catalogue de ce qui est possible, je me dis que le truc le plus loin du business et un peu le plus encore littéraire, qui était plutôt, moi, ma vibe, c'est la communication. Et donc, parce qu'à l'époque, tu sais, je parle d'impact, mais à l'époque, tu n'as pas les masters RSE, tous ces sujets-là. Donc, il faut faire avec l'éventail des possibles, tu vois. C'est pas des sujets à la mode et aussi connus. Exactement, c'est il y a 20 ans. Donc, alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, j'en ai pas à connaissance. Et donc, je me dis, bah, communication, c'est un peu ce qui permet d'être le plus dans un truc un peu littéraire, de raconter des histoires. Donc, je retrouve un peu. Ok, donc tu te lances dans des études de communication et vient le moment de faire ton stage de fin d'études. Exactement. Et alors là démarre cette fabuleuse aventure L'Oréal, qui est quand même un truc de fou chez toi, puisque ça fait 15 ans, si je me trompe pas. 16 ans bientôt maintenant. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi L'Oréal, qui est une énorme entreprise, un énorme groupe de cosmétiques mondial, pourquoi L'Oréal du coup? Comment on se retrouve de diplomate à L'Oréal? C'est un peu ma question. Bah écoute, très honnêtement, j'ai postulé en sortant. Comme c'était pas du tout un changement de parcours prévu, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, la fin, en effet, il faut faire ce stage de fin d'études. Et je me dis, bah écoute, je vais postuler dans tout ce qui est possible après ce master. Donc, je postule chez l'annonceur, donc L'Oréal, mais aussi en agence de pub et aussi chez des médias. Et L'Oréal, c'est les premiers qui me rappellent et assez vite me rappellent, me font passer des entretiens, me disent « Ok, c'est bon, on vous prend en stage ».
Et du coup, je me dis, bah écoute, bon, bah tant mieux, c'est facile, c'est fait, c'est coché, ça a l'air plutôt sympa, ce que je peux faire, on essaye. Et puis on verra. Un stage de fin d'études, c'est pas le plus engageant de Oui, base. tu ne signes pas avec ton Tu ne sang en bas signes à pas pour droite. 16 ans. Oui, c'est ça. Tu t'es pas dit à ce moment-là, je vais faire ma vie, enfin une Non, grosse partie de ma vie chez L'Oréal. non, pas du tout. Je me suis dit, bah on essaye, on voit. Et en l'occurrence, tu rentres côté marque, donc ce qu'on appelle côté marque chez L'Oréal. Tu travailles pour une marque de cosmétiques. Mm. Et là, tu commences un petit peu à toucher du doigt indirectement la RSE, qui à l'époque ne s'appelait pas du tout RSE, mais qui tombe dans le giron de la RSE à ce moment-là. Ouais, Et là, exactement. ça match. Je pense que j'ai beaucoup de chance, c'est que, exactement comme tu dis, à cette époque-là, bah, la RSE, il n'y a pas, en tout cas chez L'Oréal, de département au sein des marques dédiées à la RSE. Et donc, quand tu commences à t'intéresser à ces problématiques-là, qui est plutôt développement durable, je pense qu'on doit dire à l'époque, bah, ça tombe dans l'équipe communication dont je fais partie. Et donc, très vite, bah, comme ça n'intéresse pas non plus forcément grand monde, moi, ça m'intéresse particulièrement. Et donc, j'attrape ces projets-là avec beaucoup d'enthousiasme. Et vraiment, je me dis, mais c'est génial, c'est ça, et c'est là où on a de l'impact. Et donc, comme ça, de marque en marque, je vais petit à petit, et puis aussi l'histoire du groupe, mais l'histoire du monde aussi plus globalement avance. Et donc, petit à petit, et assez vite, on se rend compte de l'importance de ces sujets-là. Et donc, j'ai la chance, moi, d'avoir été un peu précurseur à travailler dessus, donc à continuer de pouvoir travailler dessus au sein des marques dans lesquelles j'évolue de plus en plus, jusqu'à, in fine, arriver à la fondation, enfin dans l'équipe vraiment au niveau global qui va s'occuper de l'impact de développement durable et de l'impact sociétal avec notamment la Fondation L'Oréal. On va y revenir, à cette Fondation L'Oréal. Donc, tu démarres, tu découvres la RSE, ça te plaît. Le mot impact, vous allez beaucoup, beaucoup l'entendre pendant cet épisode parce que Pauline, c'est quelque chose de très important pour elle. Donc, si on revient un petit peu en arrière, à Sciences Po, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, alors qui n'était pas vraiment sorti, mais qui aujourd'hui partage ta vie, qui est ton conjoint. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement cette histoire d'amour qui est née en troisième de façon très brève et qui en fait s'est remise en place quand tu étais à Sciences Po et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes mariés et parents de 2 enfants? Ouais, ça commence en troisième, donc il y a beaucoup de temps. Et en fait, moi, je fais mon collège normal et lui, Jean-Philippe, il s'appelle, arrive juste en troisième. Il vient d'une autre ville, etc. Et en fait, à l'époque, quand il arrive dans le collège, ça devient, bah, c'est le nouveau. En plus, il est eurasien, donc en fait, il plaît un peu à toutes les filles. Et il y a une espèce de compète qui se met en place pour être celle qui sera l'élue pour sortir avec lui, comme on dit à l'époque. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Bien sûr. Donc évidemment, comme j'aime beaucoup ces sujets de compétition et gagner, Voilà, on y vient. et ben, je me mets bien sûr sur les rangs et je remporte la victoire. Puisque Jean-Philippe me choisit. Bon, l'histoire durera 3 semaines. Belle histoire. Belle histoire. Bah, pour la troisième, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais après ça, on reste toujours copains. On fait notre lycée ensemble, on grandit ensemble. Après, chacun fait ses histoires et l'apprentissage de la vie de son côté. Mais finalement, on se remet ensemble quand, en effet, je suis au moment de mon master à Sciences Po. Et puis, ça fait 17 ans maintenant que ça dure. Donc, après, on s'est mariés, on a eu les enfants. Et voilà. Ok, donc vous êtes ensemble, vous vous mariez. Mm-hmm. Est-ce que les sujets de parentalité arrivent vite dans votre couple, sachant que toi, avec l'histoire que tu as vécue petite, peut-être que tu avais une vision du couple qui était peut-être un petit peu différente, qui te faisait peut-être un petit peu peur aussi, à juste titre. Voilà. Quelle était toi ta vision du couple et quand est-ce que ces sujets de parentalité sont arrivés en fait entre vous? En fait, les sujets de parentalité, je pense... Enfin, moi, j'ai été touchée par la maternité avant qu'on s'en parle ensemble. En fait, moi, très vite, je pense que j'avais, je sais pas, 13, 14 ans, 15 ans. Enfin, j'ai toujours eu l'impression, ce sentiment que j'étais faite pour être maman. En tout cas, que ce serait un accomplissement de ma vie. Il fallait que je sois mère. Mais de par mon expérience personnelle et familiale, j'avais toujours projeté une image de maman seule avec ses enfants. Et vraiment, je me disais même, je me rappelle très bien parfois, m'être dit, mais en fait, comment tu fais sortir le mec dont tu as besoin pour faire des enfants de la picture, quoi. Ah oui, c'était carrément calculé, quoi. Bah oui, c'était moi et mes enfants. Bah enfin, Après, tu as besoin à un moment ou un autre Bien sûr. d'un garçon. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était sûr. J'aurais des enfants, je voulais des enfants, ce serait vraiment une manière de m'accomplir. Et après, finalement, je me mets avec Jean-Philippe et l'histoire continue. Et finalement, on est bien ensemble, on se marie. Mais ensemble, faire des enfants ensemble, on savait qu'on aurait des enfants. Enfin, moi, de toute façon, je savais. Je sais même pas si j'en avais parlé, mais bon, je savais que moi, j'en aurais. Donc, lui aussi, du coup, il devrait en avoir. Voilà, la volonté, encore une fois. Mais
On n'en reparle pas tout de suite parce qu'en fait, on s'est mariés, on était assez jeunes, on avait 26, 27 ans et on est un peu les premiers. Tous Mmh. nos potes sont encore célibes. Donc c'est vrai que le sujet des enfants, déjà qu'on est les seuls à être mariés et on a, je pense, cette conscience de vouloir en profiter un peu avant de faire les enfants. Donc on se dit horizon 28, 30 ans. Donc on va pas non plus les avoir, on va les avoir plutôt jeunes finalement par rapport à Oui, nous, notre génération, mais pas non plus immédiatement tout de suite. Voilà. voilà, donc vous vous dites: «On attend, on profite à 2». Mm. Et quand vous décidez de lancer, un bébé, là, c'est un peu la désillusion pour toi. Ouais. C'est compliqué et en fait, tu te rends compte très vite que, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et quel est ce parcours dans lequel vous rentrez à 2 du coup, pour faire un bébé? C'est vrai que ça a été vraiment la grosse, claque parce que en fait, j'avais tellement toujours projeté être maman Mmh. que j'avais cette impression que du coup, bah, mon corps sans doute était vraiment fait pour être maman et que, je m'étais toujours dit: «Le jour où j'arrête la pilule, bah, en fait, dans les 2 mois, je suis Bien enceinte», sûr. et puis comme j'avais jamais eu autour de moi non plus tellement d'histoires, parce que depuis, on m'a parlé beaucoup, on m'a partagé beaucoup de parcours compliqués, mais moi à l'époque, je suis juste dans mes idées, mais ce que j'ai pu voir à la télé et donc, ouais, j'imagine pas 2 secondes que ça peut être compliqué. En fait, assez vite, non, enfin, je me rends compte que ça marche pas. Je me rends compte que ça marche pas, que j'ai pas mes règles. Donc en fait, ça démontre quand même, Ouais, assez un vite qu'il y a un dysfonctionnement. problème, qu'il y a un dysfonctionnement et donc au bout de quelques mois, bah, je commence à faire, tous les examens pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je me rappelle notamment une fois, on me dit: «Bon, bah, il faut faire une IRM pour voir si vous n'avez pas une tumeur au cerveau». Donc, tu es Ah là: oui! «OK». Donc heureusement, je n'avais pas de tumeur au cerveau, mais juste voilà, un dysfonctionnement qui fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant, comme ça, par la magie des choses, comme pour, beaucoup, et heureusement la majorité des couples et qu'il va falloir rentrer dans un parcours, de PMA. Alors, on a de la chance, c'est pas les parcours les plus difficiles, j'ai pas eu à faire une FIV et cetera, mais néanmoins, faut être accompagné, sinon il se passera rien, faut être stimulé, les injections, tout ça. Et heureusement, mais bon, déjà au bout d'1 an et en fait 1 an, aujourd'hui quand je te le dis, je me dis: «Oh ça va 1 an», mais quand tu es dedans, C'est le horriblement 1 long. an, c'est vraiment long et je sens, tu sais, tous les mois déjà que c'est plus tellement marrant parce que tu as plus le côté magique et Mmh. spontané de: «On va faire un enfant» et puis un jour: «Ah, bah oui, je sais pas, ou je vais faire un test, ah ça a marché». Enfin, tu es plus du tout Là, c'est là-dedans, c'est un truc hyper hyper limite médicalisé. calculé, Mmh. au jour et voilà, mais bon. Mais c'est vrai que quand ça marche pas, les mois qui passent deviennent de plus en plus difficiles, je trouve. Et finalement, au bout d'1 an, ouais, je tombe enceinte. Et en fait, au bout de quelques semaines, assez vite, finalement, bah, je perds beaucoup de sang. Donc en gros, il y a pas trop de doute sur le fait que je fais une fausse couche. En plus, je me rappelle mes taux, HCG. chutent, ouais, Mmh. chutent. Donc là, je me revois, tu vois, être dans les toilettes au bureau et pleurer sur le sol des toilettes et tout. Et en fait, miracle, bah, finalement, si, il y a quand même donc je vais faire les examens et cetera et en fait, à l'écho, on voit qu'il y a quand même, Un embryon. un embryon. Donc en fait, alors on ne pourra jamais avoir la certitude, mais a priori, il y a sans doute le fait que je devais en avoir 2, notamment à cause des stimulations et qu'il y en a un qui est parti, mais il y en a un qui s'est accroché et qui finalement deviendra ma fille, plusieurs mois plus tard. Trop bien. Les petits miracles comme on les aime. Comment est-ce que toi, tu vis ta grossesse? Parce que toi qui avais projeté d'être maman, donc déjà, tu as cette désillusion, bah, du parcours Mmh. médicalisé, et cetera. Et une fois que tu es enceinte, est-ce que ça se passe comme prévu? Est-ce que tu imagines être exactement la femme enceinte que tu imaginais être? Eh bah, pas du tout. Désillusion numéro 2. Je n'aime pas du tout être enceinte, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes. Mmh. Je peux plus enfin si, encore que, je te dis ça, j'allais dire: «Je peux plus faire le sport que je veux». En vrai, je continue à faire quand même pas mal de sport, mais je trouve qu'il y a tout un côté, bon, bah, tu peux plus boire d'alcool, tu peux plus manger ce que tu veux. Les sushis, c'est fini, il faut aller faire ta prise de sang tous les mois. Enfin, et ce côté contrainte, l'impression que je ne suis plus maître de mon corps est en fait Mmh. un truc que j'ai beaucoup de mal à accepter. Donc vraiment, c'est pas non et puis même je me rappelle que je me dis et je raconte à mes copines qui elles sont pas enceintes, je dis: «Franchement, il y a un truc un peu de l'ordre de l'alien, quoi. Je prête mon corps, et un peu en location, mais c'est mon corps qui du coup est plus du tout que mon corps à moi». Enfin, Ah, c'est très voilà. bizarre, hein. Ouais. C'est un côté un petit peu colocation, Ouais, quand ça ouais. commence à bouger et tout, c'est vrai que c'est très, très étrange. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc tu fais ta grossesse, tu es moyennement fan, mais ça se passe bien techniquement, le Mmh. bébé va bien, et cetera. Et à 7 mois et demi, tu perds les os. Ouais. Un matin, je me rappelle très bien, moi je suis encore en train de dormir et mon mari part, au sport, je pense et au moment où il m'embrasse, je fais: «Attends, il y a un truc entre mes jambes qui coule».
Et là, tu sais, ce moment où tu dis: «Attends, est-ce que j'ai des fuites urinaires ou Ouais. pas? Ou Ouais, est-ce que» on préférait limite, non, quand même? et en fait, bah, non, parce que ça ne s'arrête pas de couler donc mais alors je le vis de manière hyper détente. On est jeune, hein, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, à ce moment-là, j'ai quand même 30 ans, mais bon et en fait, oui, on se dit moi, je me rappelle, je dis: «Bah, attends, je vais prendre ma douche». Évidemment, comme c'est 2 mois avant, bah, j'ai pas la valise qui est prête. Donc attends, faut que je attends, qu'est-ce qu'elle a dit qu'il fallait prendre, la sage-femme? Alors j'essaie de reprendre mes notes, machin, je fais ma valise, mais j'ai aucune contraction, j'ai rien et puis alors à aucun moment je me dis: «Merde, c'est 2 mois en avance, quand même, il y a peut-être un truc». Mais alors pas du tout. Alors que tu as conscience d'avoir perdu les os quand Ouais, ouais, même? ouais. OK. Mais je pense qu'il y a un côté: «Ah bah merci, en plus ça va se terminer la grossesse, bonne nouvelle». Libéré, délivré. Ouais et il y a une vidéo que mon mari, on l'a encore, où on part comme ça, tout guilleret, il me dit, sur la vidéo, on est en mode selfie, il me dit: «Alors on va où?» Je suis là: «On va accoucher». Et donc en effet, on arrive à la maternité et il me confirme que donc j'ai bien perdu les os et que, bah, je reste là maintenant parce que le travail a pas l'air de se mettre en route, mais néanmoins, puisque maintenant j'ai perdu les os, bah, il va falloir donc si ça se met pas en route d'ici, 48 heures, je crois, il va falloir, me déclencher. OK. Donc là, tu arrives à la maternité. J'arrive à la maternité, je me rappelle, on va manger, je suis trop contente, je me mange, on partage. Tu vois, je me rappelle le truc, on partage un carrot cake et un cheesecake qui sont mes 2 gâteaux préférés, voilà. Et puis, il m'installe dans ma chambre, et en fait, à 14 heures, je me rappelle très bien, tout d'un coup, mais genre d'une seconde à l'autre, les contractions commencent. Mais d'une violence, genre, je pense que je suis pas quelqu'un de douillet, mais vraiment, je me retrouve mais en boule D'un sur coup. le lit et vraiment, je n'arrive plus, mais je peux même plus parler. C'est d'une violence, le truc et je me dis: «Bon, ça se trouve, c'est ça». Enfin, tu vois, toutes les femmes, elles te parlent de que ça fait mal et tout, donc bon, bah, voilà, on y est. De toute façon, tu pas le choix, hein, j'ai envie de te dire, tu y es, Ah, quoi. t'y es et je me rappelle et tu sais, c'est un truc qui me reste toujours, la sage-femme qui m'avait préparée à l'accouchement me dit, en fait, les contractions, faut les vivre donc je le dis pour, les femmes qui t'écoutent, il faut le vivre, c'est des vagues et ça sert à rien de lutter contre la vague parce que la vague, elle va s'imposer à vous. Plus vous allez lutter, plus ce sera difficile parce que la vague, c'est elle qui gagne et donc je me rappelle vraiment me dire: «OK, c'est la vague, elle monte et elle descend», mais genre vraiment, en serrant bien les dents et être Ouais, c'est vrai, c'est ce sentiment de vague. Et moi, je me souviens, alors, puisqu'on en est au partage de conseils de sage-femme, elle m'avait dit des douleurs pendant la grossesse, ce n'est pas normal. Mais en revanche, les contractions avant l'accouchement, chaque douleur vous rapproche de votre bébé. Et donc, en fait, moi, j'y avais pensé aussi beaucoup en me disant, allez, tiens bon. Et donc là, j'imagine que tu appelles à l'aide. Enfin, Oui, alors, je signifie à mon mari, d'appeler à en l'aide hurlant. pour moi. Non, parce que je peux plus, enfin vraiment, je suis en mode, mais genre, j'ai vraiment du mal à parler. Il appelle une première sage-femme qui vient, ou je sais même pas, ou peut-être infirmière et qui dit: «Non mais, madame, c'est normal, prenez un Spasfon, allez prendre une douche, marchez un peu». Enfin voilà, elle m'examine même pas, mais bon, ce que je peux comprendre, je pense que ça fait 1 heure, que j'ai des contractions. Elle se dit: «Bon, elle est sympa, la nana, mais voilà». Donc bon, je reste là. Clairement, je vais pas prendre une douche, je vais pas me balader parce que je suis incapable, hein, je suis vraiment en boule, voilà et au bout de 2 heures, là, on rappelle une sage-femme qui vient, qui dit: «Bon, OK, je vais vous examiner, on va regarder». Et là, elle me fait: «Ah bah, en fait, super, vous êtes à 4, donc vous pouvez partir, en salle d'accouchement, on va vous poser la péridurale, la fin des souffrances, est proche». 4, c'est 4 centimètres de dilatation. Exactement. Et quand on accouche, normalement, on est à 10. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Et donc je me rappelle, je fais ce parcours, pour aller vers la salle d'accouchement, mais ce parcours me paraît interminable. Je m'accroche aux rambardes, mais j'ai tellement mal, genre j'ai vraiment l'impression que je ne vais jamais arriver à cette putain de salle. J'y arrive finalement, je m'assois, on me dit de m'allonger, machin et il y a une nouvelle sage-femme qui sera celle qui m'accouchera, qui vient m'examiner Bah oui. et là elle me dit, «Ouh là là, mais en fait, vous n'êtes pas à 4, vous êtes à 10». Voilà. Merci beaucoup pour la première qui n'a pas vu les 10. Voilà, et elle me dit: «Bon, bah, c'est super, bah, on va pouvoir y aller». Je dis: On va pouvoir y aller, oui, c'est-à-dire?» Elle me dit: «Bah, ça y est, là, on va se mettre et puis vous allez pouvoir accoucher, on va pousser». Et je dis: «Ah non, 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 moi, j'ai pas la péridurale, ah non, 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 non». Je me rappelle très bien, mais elle a supplié. Je pense que tu plus aucune, tu sais, Dignité. dignité, c'est C'était vraiment tu vends père et mère. non, mais tout, j'aurais tout vendu, tout. J'étais là: «Ah non, 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 non», mais moi, j'avais jamais imaginé une demi-seconde, une fraction de seconde. Tu sais, il y a des femmes, je les admire pour ça, elles te disent: «Ah moi, depuis le début, je vais accoucher sans péridurale». Moi, pas du tout. J'avais dit: «Péridurale, c'est sûr». Et là, nana, elle me dit: «Non, non, 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 pas de péridurale, il faut pousser». Bon, j'essaye, quelques secondes, enfin, je sais pas, de la supplier, machin, je vois que j'aurais pas gain de cause. Et là, le corps est quand même bien fait et se met un peu à pousser tout seul. Enfin, du coup, je me dis: «Bon, OK, vas-y, il faut y aller, on va pousser, on va la sortir».
Et en fait, elle m'expliquera après qu'il n'y avait plus le temps parce que en fait, le cœur du bébé commençait à être un peu en souffrance, sans doute parce que tout le travail a été trop rapide, parce que je suis quand Oui. même en 2 heures, tout s'est fait. Et donc, il fallait qu'elle sorte. On n'avait pas le temps de commencer à poser la péridurale, à attendre qu'elle fonctionne et tout, donc il fallait y aller. Et donc là, je pousse. Et franchement, ça va plutôt vite. Alors, je te dis pas que c'est le meilleur. Enfin, voilà, on va pas se mentir, ça reste un accouchement sans péridurale. Donc, mais franchement, ça va. Et elle sort. Donc, tu te dis, OK, C'est bon. job is done. Bah, bien sûr. À Et toi bah, les sushis. ah voilà, c'est ça, les sushis, le champagne, enfin, je sais pas, tout quoi. Et en fait, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, je réalise que l'accouchement, c'est pas juste quand le bébé il sort, il faut que le placenta sorte ensuite. Et sauf que là, je commence à les voir tous, à commencer à s'inquiéter et à s'affairer autour de moi, parce que le placenta ne sort pas. Et donc là, il m'explique assez vite qu'il va falloir faire une révision utérine. Et sauf qu'à ce moment-là, je me rappelle mes cours de préparation à l'accouchement, où la sage-femme nous avait parlé vaguement de ça, en disant, bon, ouais, je préfère même pas vous en parler, parce que même sous péridurale, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et je me rappelle de ça, et je me dis, putain, moi, j'ai pas la péridurale. Ah ouais, là, faut y aller all-in, quoi. Et je me rappelle vraiment que là, pour le coup, c'est douloureux. Non, mais elle va bien. Mais elle va super bien. Donc, vous êtes à 3. Ouais. Vous rentrez chez vous à 3. Donc, c'est un nouvel équilibre à trouver, parce que Ouais. clairement, ça chamboule beaucoup dans un couple. Comment ça se passe ces premières semaines / mois à la maison? Écoute, le tout début, idyllique. C'est-à-dire, mais c'est ce que j'avais projeté. Tu vois, moi, quand je projetais la fin de ma grossesse, le début avec un bébé, je me voyais, moi, avec le bébé dans les bras, en train de chanter et danser. Et du coup, on le vit tel quel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle autour de nous. On est les premiers dans notre entourage. J'ai une super copine qui a eu un bébé juste avant, mais elle vient juste de l'avoir. Enfin, tu vois. Donc, on se dit juste, on va continuer à vivre comme avant avec juste un bébé en plus. Et franchement, au début, c'est ma théorie du bébé sac à main. Elle tient la route. C'est-à-dire qu'on est tous les deux plus le bébé. Et donc, on fait un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je m'entends, tu vois, on continue d'aller aux anniversaires des potes en soirée. On la baigne quand on rentre, parfois à minuit et demi. Je me rappelle, ma mère, elle me dit que c'est n'importe quoi. Enfin voilà, le seul truc, c'est que parfois, tu sais, le biberon de 3 heures du mat, il est un peu dur si t'as un peu trop fait la fête la veille, voilà. Mais franchement, nickel. On est en terrasse, il fait beau. En plus, à ce moment-là, je me rappelle, c'était un super mois de mai, mois de juin. Sauf qu'au bout de quelques semaines, là, ça change du tout au tout, parce qu'elle se met, du jour au lendemain, là encore, à se mettre à pleurer, tu vois, nuit et jour. Pleurer. Et là, ça devient l'aliénation. Et c'est le moment où je réalise aussi qu'en fait, quand même, avec un bébé, tu fais plus exactement tout comme avant. Parce que, par exemple, tu décides pas de, je sais pas quoi, aller voir une copine comme ça sur un coup de tête. Ou alors si, mais tu dois embarquer le bébé et tout ce qui va avec, tout l'attirail. Mais tu peux plus, enfin, ton temps n'est plus que ton temps. Ouais, ta vie change. Et là, c'est un peu plus dur, et surtout le fait qu'elle pleure. En fait, les premières semaines, c'est dur. Je vais voir la pédiatre qui dit, mais non, madame, vous inquiétez pas, c'est normal, un bébé, ça pleure, ok. Mais elle s'arrête pas. Et là, ça devient des semaines difficiles. Je me revois, tu vois, j'ai une scène comme ça où elle pleure dans son berceau, et moi, je suis à côté du berceau, allongée sur le sol, et je pleure aussi. Ouais. Là, ça devient vraiment dur, et je me dis même à un moment, mais pourquoi je me suis fait ça ? Pourquoi on a eu cet enfant? Enfin, en fait, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver. Et c'est horrible de penser ça. Et tu vois, sur le moment, je m'en veux de penser ça, surtout que c'est pas comme si je l'avais eu par miracle. Enfin, par miracle, si, mais c'est pas comme si je l'avais eu en 2 secondes. Tu vois, je l'ai voulu, cet enfant. Enfin, ça a été dur et tout. Et vraiment, je me dis, oh, mais pourquoi? Enfin, c'est l'enfer. Alors, je pense que c'est horrible de penser ça, mais je pense que 99% des mamans se le disent à un moment. Enfin, il y a aussi la chute d'hormones, il y a aussi tout le postpartum. Et en fait, à l'époque, personne te parle de ça. On parle pas de ça, on parle pas du postpartum. Et du coup, toi, c'est ce que tu me racontais, c'est qu'à partir du moment où tu as sorti la tête de l'eau de cette phase-là, puisqu'il s'avère qu'en fait, ta fille avait des RGO, donc des reflux, et que tu as trouvé le moyen de la soigner et que ça allait mieux, etc., tu t'es dit, je vais quasiment en faire un combat, en fait, de raconter ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on a ces injonctions d'être des mères parfaites, et que tout doit être simple et qu'on doit être tout le temps émerveillé. Et en fait, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, c'était peu courant, quoi. Exactement. Je vois vachement la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Tu vois, je vois mes copines. Moi en tout cas, je me rappelle pas d'avoir eu d'exemple de femmes qui te disaient que non, peut-être que tu allais rencontrer ton enfant et ça allait pas être l'amour fou immédiat. Moi, je me rappelle d'avoir eu vraiment ce sentiment que j'avais cette responsabilité pour cette petite fille et que c'était fascinant.
Mais je j'ai pas du tout eu ce côté débordement d'amour fou, alors que je l'avais voulu, j'avais toujours voulu être maman. Je me rappelle même, elle avait ses grands yeux, elle avait un visage un peu sévère, ma fille, et parfois je la regardais, elle me regardait, je la regardais, et limite j'avais un peu peur. Pardon. Ouais. Non, c'est bon, de quoi de quoi t'as besoin? Et c'est vrai que ça, très vite, mais déjà pendant la grossesse, je me suis vraiment fait une mission de me dire, il faut être honnête, il faut dire la vérité aux femmes. Et souvent, même mes copines encore aujourd'hui, quand elles galèrent un peu et qu'elles s'en veulent un peu, ou je leur dis, mais alors avec moi, vas-y, hein, parce que et j'ai même parfois, je me mets un peu exprès d'être dans un discours un peu où j'en Extrême. rajoute, extrême, provocateur, parce que je veux tellement qu'on soit libre de ça. Moi, mes enfants, je les aime plus que tout, et pourtant, parfois, j'ai juste envie de les jeter par la fenêtre. Et c'est OK, en fait. Je pense qu'il faut qu'on déculpabilise les gens, et les mamans surtout, d'avoir ces pensées, ces injonctions contraires. Comme m'a dit un jour une pédiatre à la crèche, elle m'a dit vous savez, madame, vouloir tuer ses enfants, c'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est de le faire. Et ça Et va j'ai alors. trouvé que c'était hyper juste. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi l'une des raisons d'être du podcast Role Model. On a tellement d'exemples et de femmes qui vous disent à quel point c'est le glow, à quel point c'est formidable, alors qu'en fait, c'est aussi extrêmement exigeant et extrêmement difficile quoi d'être maman au début. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, je l'ai vu chez L'Oréal quand on travaillait toutes les deux. T'arrivais un matin et tu me disais, j'en peux plus, c'est n'importe quoi, les chambres, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Et je trouve que ça fait du bien. En fait, c'est rafraîchissant d'avoir des mamans qui sont des super mamans, parce que t'es une super maman, mais qui en fait avouent que de temps en temps, elles en ont ras le bol quoi. Donc, je pense que c'est hyper important. Donc tu rentres, et là tu vas rentrer dans une phase quand même ultra compliquée de vie. Mm. Parce que quand ta fille a à peu près 1 an, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, je sors la tête de l'eau parce que enfin, on arrive un peu à mettre ces reflux qui nous ont quand même vachement bouffé les premiers mois, voilà, qui n'étaient pas du tout ce que j'avais idéalisé des débuts de la maternité. On sort à peu près la tête de l'eau, et là, je vais tomber malade. Je vais avoir une maladie auto-immune rare mais assez grave qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, et qui, en gros, pour te la faire simple, c'est en fait une maladie auto-immune. Donc, c'est-à-dire ton système immunitaire se retourne contre toi à cause d'un petit virus, de n'importe quoi. Moi, en l'occurrence, c'était un truc, je n'avais même pas rendu compte que j'avais été malade. Et en fait, le système déraille et s'emballe. Et donc, moi, dans le cas du Guillain-Barré, va en gros détruire tes gaines de myéline, qui est ce qui entoure tes nerfs. Et du coup, tes nerfs ne vont plus fonctionner. Et qui dit tes nerfs ne fonctionnent plus, par effet domino, tes muscles ne vont plus fonctionner. Et donc, tu te paralyses. Et alors comment tu l'as diagnostiqué? Qu'est-ce que tu as ressenti au début? Au tout début, et ça commence toujours comme ça, c'est des fourmillements, mais qui vont pas s'arrêter. Donc moi, ça a commencé par des fourmillements dans les pieds, c'est souvent comme ça. Parfois, ça peut commencer par des fourmillements dans les mains, mais c'est souvent fourmillements dans les pieds, qui commencent, je me rappelle, un samedi, j'étais en week-end, et en fait, qui ne vont plus s'arrêter, qui vont progressivement monter, mais surtout, tu vas avoir une perte de... Tu vas devenir faible. Il y a une faiblesse qui va s'installer dans tes membres, etc. Puis moi, j'ai les fourmillements dans les mains. Donc au début, assez vite, hein, parce qu'en fait, quand tu te rends compte de ça, quand même, les fourmillements qui partent pas, tu vois, tu peux pas passer à côté. Donc on me fait faire je sais plus, des examens pour voir si j'ai pas une phlébite. C'est pas ça, tout va bien de ce côté-là. Et moi, en fait, je m'auto-diagnostique. Je commence à regarder, je sais plus trop comment je tombe là-dessus, à regarder mes symptômes. Tu sais, l'avantage de Google. Alors à l'époque, il n'y a pas de ChatGPT, mais Google m'aide. Ouais. Et finalement, je tombe là-dessus, et j'appelle à l'époque mon père, qui était médecin. Et je lui dis, écoute, je crois que je sais ce que j'ai. Il me dit, ah non, me dis pas que tu penses que tu as une sclérose en plaques, parce que ça pouvait être aussi un des symptômes. Je dis, non, pas du tout, je pense que j'ai un Guillain-Barré. Et il me dit, ah ouais, c'est vrai que tu as les symptômes cliniques, mais c'est quand même rare. Mais bon, de toute façon, que ce soit pour la sclérose en plaques ou pour le Guillain-Barré, la manière de le diagnostiquer est la même. Il faut qu'on aille faire une ponction lombaire. Donc, je t'amène aux urgences à côté de chez toi. Et donc, là-bas, au bout de, je sais plus, 24 longues heures, la joie des urgences, et voilà, ils me font une ponction lombaire, mais qui, en fait, revient négative. Et eu l'explication, mais du coup, ils me laissent littéralement rentrer chez moi. Ils te disent, voilà, vous pouvez rentrer, il n'y a rien quoi. Ouais, ouais. Mais je leur dis, mais j'ai les fourmillements qui continuent, et je me sens vraiment de plus en plus faible. Je me souviens qu'à ce moment-là, je commence à avoir du mal pour me déplacer dans l'hôpital. Et ils me disent, oui, oui, bah écoutez, il y a un truc neuro sans doute, allez faire une IRM en ville, et puis voyez. Donc je rentre chez moi, mais moi j'ai toujours ce truc en tête de me dire, je suis sûre que c'est un syndrome de Guillain-Barré. Et en fait, je commence à avoir vraiment peur, parce que le problème du Guillain-Barré, c'est que c'est rapide comme évolution. Et qui dit muscle qui se paralyse, la respiration est un muscle.
Et donc, moi, ma hantise à ce moment-là, c'est si jamais j'en arrive à... Et ça arrive à beaucoup de gens, parce que comme c'est un rare, ça se diagnostique très difficilement. Enfin, très difficilement. En tout cas, on peut passer souvent à côté. Voilà, la preuve. Et je me dis, mais si c'est chez moi, je n'arrive plus à respirer, enfin là, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de faire le bouche à bouche, parce que si le muscle se paralyse, il se paralyse. Enfin, j'ai assez peur. Et finalement, mon père me dit, écoute, on va faire l'IRM. Encore une fois, chance, parce que comme il est médecin, parce que l'IRM en ville, je vous laisse essayer d'en avoir une. Voilà, il se passe un petit moment, surtout là, à Paris, pour avoir un rendez-vous. Donc, grâce à lui, j'ai un rendez-vous assez vite, qui montre que j'ai pas, en tout cas, sclérose en plaques. Enfin, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Mais du coup, il me dit, écoute, je vais t'amener, moi, un hôpital qui est à côté de celui, moi, où j'exerce. Ils me connaissent, ils te prendront tout de suite et ils feront des examens complémentaires s'il y a besoin. Et donc, j'arrive là-bas et tout de suite, le neurologue qui me reçoit me dit, alors, on va refaire les examens complémentaires, mais il n'y a aucun doute, vu les symptômes que vous exprimez, c'est un syndrome de Guillain-Barré. Et je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser rentrer chez vous parce que c'est trop dangereux. Enfin, là, il faut très vite qu'on vous donne le traitement et on va vous garder sous observation parce que ça peut mal tourner assez vite. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand le diagnostic est posé officiellement par un médecin ? Parce que toi, tu avais peut-être, entre guillemets, le temps de te faire à l'idée, mais quand on te le dit, ça change quand même la donne. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Écoute, le premier truc auquel je pense, c'est ce premier hôpital où j'ai été faire ma ponction lombaire. Il y a un des brancardiers qui était pas méchant, qui avait pensé bien faire, mais il me dit, alors pourquoi vous êtes là, vous, pourquoi on fait les examens ? Et je lui dis, parce que on a peur que j'ai un syndrome de Guillain-Barré. Et il me répond, je vous le souhaite pas parce que c'est une belle merde. Et à ce moment-là, je repense à lui. Et j'ai envie de lui dire, c'est bien ça. Et après, blague à part, j'ai un gros coup de... en fait, quand il me dit surtout que je ne vais pas rentrer chez moi. Parce que là, je réalise, je me dis, je ne rentre pas chez moi et je ne retrouve pas ma fille. Qui a 1 an à l'époque. Qui a 1 an, un peu plus d'1 an, pas 1 an et demi encore. Et là, c'est dur. Me dire ça, c'est un premier coup, tu vois. Alors oui, je me dis, je vais être prise en charge. Donc ça, c'est un soulagement. Et en même temps, vraiment, c'est cette idée d'être privée de rentrer chez moi. Et puis, en plus, tu n'as aucune idée de combien de temps ça va durer, puisqu'en fonction des gens, j'ai l'impression que le Guillain-Barré, ça dure plus ou moins longtemps. Il y a plus ou moins d'effets à terme, etc. Donc, c'est quand même une maladie assez méconnue et où le traitement dépend des gens qui reçoivent le traitement, en fait. Exactement. Et encore qu'à ce moment-là, je pense que je suis assez optimiste et naïve, sans doute. Mais je me dis, OK, maintenant que on m'a diagnostiqué, je vais avoir c'est des injections d'immunoglobulines, t'en as 3 pendant 3 jours. Je me dis, OK, je suis prise maintenant, je vais avoir mes 3 injections et puis ensuite, ça va repartir. Et en fait, pas du tout. C'est pas parce que tu as tes 3 injections que ça y est, ça s'arrête, enfin la dégradation s'arrête et que ça repart. Au contraire, donc j'aime bien mes 3 injections et sans doute que ça m'évite de tomber dans une forme encore plus grave où j'ai pas, par exemple, je me suis jamais retrouvée intubée. Ça, c'était ma crainte, mais je vais jamais jusque-là. Mais néanmoins, mon état continue de se dégrader jour après jour. Et jour après jour, je me rappelle tous les matins en me levant, j'essaye de marcher et jour après jour, la marche est de plus en plus difficile. Et je sens que tout mon corps se paralyse en fait petit à petit. C'est pas que les jambes, petit à petit mon visage. Et quand je dis petit à petit, c'est quand même assez rapidement. Hein. On est à 2 semaines. Temps Je pense qu'il s'est passé 2 semaines entre les tout premiers symptômes et le moment où mon visage va se paralyser intégralement. Ouais, c'est hyper rapide quand même. Donc c'est quand même très très rapide. Mais je dis que c'est plus lent parce qu'il y a pour certaines personnes, ils vont intégralement se paralyser en 48 heures. Ok. Donc, mais oui, moi, en 2 semaines, je pense que mon visage est complètement paralysé. Je dois mettre des scotch sur mes yeux pour dormir la nuit parce que ça se ferme plus tout seul. Quand tu manges, on ne se rend pas compte, mais en fait, on a des muscles dans les joues qui font que quand la nourriture, elle est de chaque côté, et ce qui est normal quand on mange, en fait, ça repasse au milieu. Là, c'est plus ça. Donc, il faut qu'avec mes mains, j'appuie sur mes joues pour faire revenir la nourriture au centre. Et puis, j'ai toujours cette inquiétude permanente de me dire est-ce que ça va aller jusqu'à la respiration ? Parce que j'ai toujours cette grande crainte de plus pouvoir respirer, être intubée. Donc là, je sais que je suis à l'hôpital, donc ça va aller. Mais je sais que très souvent, je dis à mon mari, quand il vient me voir le soir, si demain, je suis dans un coma artificiel et intubée, je veux que tu saches que je vous aime et que je suis là quand même et que je vous entends. Enfin... Ouais, si tu te prépares, tu te prépares toi et tu prépares aussi ton entourage au pire, entre guillemets, même si aujourd'hui, quand tu es prise en charge, c'est plus une maladie dont on meurt, a priori. Mais voilà, au fait que ton état puisse encore plus se dégrader. Et du coup, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à avoir des améliorations dans ton état ? Se passe quand même de longues semaines, voire mois, où ça continue de se dégrader. Donc, je quitte les services de neurologie pour aller quand même en service de rééducation.
Mais je finis quand même en fauteuil roulant. Tu réapprends les gestes simples, quoi. Ouais, et encore, avant que tu finis par vraiment, tu sais pas jusqu'où ça va aller, mais bon, ça va jusqu'au fauteuil roulant et la paralysie totale du visage. Et puis, petit à petit, tu commences à réapprendre, à remarcher, à remobiliser, à respirer. Tu vois, j'ai des cours pour respirer, attraper les objets, enfin vraiment tout ce, même de la diction, parce qu'en fait, quand tu es paralysé, ça paralyse aussi ta manière de parler. Donc oui, oui, tu réapprends tout petit à petit. Et encore, quand tu te mets dans cette phase-là et que moi, enfin en tout cas moi, quand je commence à sentir que ça va aller de mieux en mieux et que je réapprends, franchement, là, je retrouve le moral. Mais quand tu sens jour après jour que ça se dégrade, que ça va de moins en moins bien, que tu n'es plus autonome en rien, moi, il faut qu'on m'aide à me doucher, à me coucher, à tout. Je peux plus porter ma fille. Ça, c'est hyper dur. Ouais, je pense qu'en tant que maman, ça a dû être vraiment très, très compliqué pour toi. J'ai surtout beaucoup de tristesse, je crois. J'ai beaucoup de tristesse de me dire, je suis pas avec elle. Genre, c'est hyper dur pour moi de me dire, je suis pas avec ma fille. Elle vient me voir. Alors, mon mari me l'amène quasiment tous les soirs. Ou au moins un soir sur deux, lui vient tous les soirs, et je pense qu'elle, c'est un soir sur deux. Et au début, surtout, avant qu'elle s'habitue, en fait, c'est beaucoup de pleurs quand elle repart le soir, et ça, pour moi, c'est horrible. Le moment où ils partent tous les deux, moi, je vais me retrouver toute seule dans mon hôpital, ou le soir, quand je me couche, on me dit, vous inquiétez pas, madame, hein, le réanimateur, il connaît votre cas, il est bien briefé. Enfin, du coup, t'as l'angoisse déjà de ce qui va t'arriver. Tu les laisses partir, elle crie, elle pleure. Maman, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. horrible. Et puis après, finalement, elle s'habitue aussi. Donc, tu sens aussi que tu deviens un peu un étranger. Parfois, elle comprend pas, elle te tend les bras et tu peux pas la porter parce que j'ai plus de force dans les bras. Donc, ça aussi, tu vois, tu te dis, je suis pas là. Est-ce que ça va se rattraper après? Et donc, t'es rentrée chez toi au bout de combien de temps? Je suis rentrée chez moi au bout de 2 gros mois. Ah oui, c'est long. 2 mois et demi, je pense. Et Alors, j'avais quand même les week-ends où, au bout d'un moment, on me laisse rentrer. Une fois qu'ils se disent que je suis plus en danger vital, ils me laissent rentrer le week-end à la maison. Je crois que du samedi matin au dimanche fin de journée. Donc là, c'est des moments, mais je les attends tellement, ces moments, me retrouver chez moi. Et le dimanche soir, quand je repars, c'est horrible. Enfin, j'ai vraiment l'impression de retourner en prison, loin d'eux. Mais au bout de 2 mois et demi, voilà, je rentre à la maison. Définitivement. Définitivement. Alors, je suis toujours en ce qui s'appelle hôpital de jour. C'est-à-dire que le matin, j'ai des ambulanciers qui viennent me chercher, qui m'amènent là-bas pour avoir toute ma rééducation toute la journée, puis qui me ramènent après à la maison le soir. Une vie de famille, en fait. Ouais, je suis chez moi. Donc, il faut imaginer que le tout a été hyper aménagé parce que si on m'assoit sur un canapé, je peux pas me relever toute seule. Donc, j'ai un peu des poignées partout pour réussir. C'est là aussi où ton couple et le rôle de Jean-Phi dans tout ça a complètement évolué aussi, puisqu'en fait, il passe de, entre guillemets, de amant et mari à aidant, ce qui est un rôle hyper difficile. J'imagine que pour toi, ça a été un soutien énorme dans cette période-là. Ouais, on se connaissait déjà depuis longtemps, donc je pense que ça a aidé, mais vraiment à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment l'homme de ma vie, et parce qu'on vraiment, j'ai toujours eu le sentiment qu'on l'affrontait en team. Franchement, parfois, c'était pas beau à voir. Faut imaginer qu'il m'amenait aux toilettes, qu'il me faisait ma douche, qu'il me lavait les cheveux, qu'il me couchait. Et déjà, il s'est jamais plaint, alors qu'il gérait notre fille tout seul. Et il l'a toujours fait. Et même au contraire, je me rappelle une fois, je disais, ah, franchement, c'est dur. Et il me dit un peu en rigolant, mais pas du tout. On se fait juste une répétition pour que dans 50 ans, quand on sera vieux, c'est juste ça. Et ça m'avait fait rire, et je m'étais dit, voilà, même là, il arrive à prendre ça avec légèreté. Et j'ai jamais eu un doute. Au contraire, je pense que ça nous a vachement soudés. Ça nous a vachement soudés parce qu'on s'est dit, on a vécu cette épreuve ensemble, et puis ça nous a transformés ensemble. Sur la suite, sur la manière de voir la vie, il y a clairement un avant et un après. Ouais, parce que tu m'as dit, le jour où tu apprends que tu es malade, tu te rends compte que tes problèmes la veille, c'était pas des problèmes en fait. Et ça, franchement, je le garde toujours en tête. Quand maintenant, je commence à m'énerver, et parfois à juste titre, mais sur un truc, je sais pas, un truc de boulot, une dispute avec une copine, ma mère, j'en sais rien, je me dis toujours, non, mais attends, rappelle-toi, c'est rien. C'est rien, parce que je me rappelle vraiment m'être dit ce jour-là, je veux tout comme hier. En fait, hier, c'était le bonheur. En fait, j'ai tellement de chance. J'ai réalisé ma chance vraiment à ce moment-là. Et je me suis dit, et je me rappelle de discussions avec une collègue amie. On avait beaucoup de discussions le soir, et je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte, parce qu'elle était là, mais c'est dur, mais quelle force tu as. Et je dis, mais non, mais au contraire, en fait, je réalise que j'ai tellement de chance. J'ai tout dans la vie. J'ai tout dans la vie. Et ça a été vachement éclairant. Ça m'a ouvert les yeux sur la chance qu'on a, à quel point
Ça veut pas dire que je me plains pas maintenant, mais il faut remettre les choses à leur juste place. Ouais, vraiment. Ouais, ça te fait relativiser, quoi. Énormément, énormément. Et donc, tu finis par t'en sortir, tu récupères complètement. Ouais. Ton rôle de maman, ton rôle de femme, c'est quelque chose qui est entre guillemets derrière vous, même si ça reste très présent en fil rouge. Tu reprends le boulot, Ouais. puisque pendant tout ce temps-là, entre-temps, tu avais quand même repris le boulot, puis arrêté à cause de ce syndrome. Là, t'en es où à peu près dans ta carrière pro? Et ben là, je suis déjà à la Fondation L'Oréal, mais plutôt dans les équipes communication. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est aussi dans ces moments-là, je trouve, de vie difficile où tu réalises les environnements professionnels dans lesquels tu évolues. Moi, ça a été incroyable. Franchement, à aucun moment, je me suis sentie en danger. Mais même plus que ça. C'est-à-dire que ils ont fait partie des gens qui m'ont soutenue. Je me rappelle d'un matin où j'ai reçu une livraison. Je me demandais bien ce que c'était. Et en fait, chacun de l'équipe m'avait envoyé des livres avec un petit mot et un livre qui les touchait particulièrement ou par rapport à moi. J'avais des messages tout le temps. Enfin, vraiment, mon mari qui est dans la même entreprise, lui-même, on lui avait dit, écoute, on sait, on est là, on t'accompagne, on est là pour vous. Enfin, voilà, faut le dire parce que franchement, pour avoir été dans tous ces groupes Guillain Barré, notamment sur les réseaux sociaux, groupes d'entraide, je me rends bien compte à quel point, malheureusement, c'est pas le cas pour tous. Ouais. Et donc là, t'es pas du tout où t'en es aujourd'hui, mais tu fais partie de la Fondation L'Oréal. Est-ce que arriver à la Fondation, pour toi, depuis là où tu es partie, avec toujours cette idée d'avoir un impact en tête, est-ce que c'était un peu une ligne d'arrivée aussi de se dire c'est l'entité dans laquelle j'ai envie d'être au sein du groupe puisque c'est celle qui a un impact? Et puis après, tu vas nous raconter un peu ce que fait la Fondation. Mais Écoute, pas forcément parce que je crois que j'ai jamais de plan de carrière. Tu sais, je crois que je me suis jamais dit je suis là et dans 10 ans ou 20 ans, je sais pas, je veux être là et voilà le chemin pour y arriver. Vraiment, je le fais toujours un peu à l'instinct et au coup de cœur et avec toujours cette conviction que la vie t'amène aussi là où elle doit t'amener. Et que si ça se fait, c'est que c'était fait pour toi, d'une manière ou d'une autre, même parfois les moments difficiles. Et que si ça se fait pas, eh ben, c'est que c'était pas pour toi. Donc je me suis même jamais dit, en fait, je me suis toujours, je crois, refusée à me dire je veux aller là. Je me dis toujours que c'est un peu sans doute en plus le meilleur moyen de ne pas y arriver. Donc je suis un peu arrivée là par hasard. Et finalement, aujourd'hui, de par mon histoire personnelle, et en fait, je trouve que c'est une évidence, mais c'est une évidence post-rationalisée. tu as le sentiment de devoir être exactement là où tu dois être. Exactement. C'est incroyable. Avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire à la direction de la Fondation L'Oréal, on va juste revenir très rapidement parce qu'il a quand même le droit à son petit mot, parce que tu as eu un deuxième petit bout de chou en 2022. Ouais. Là, du coup, tu es reparti dans un parcours de PMA. Absolument. En fait, donc c'est vrai que se passe pas mal de temps entre nos deux enfants parce que justement, il y a eu ce moment où, à cause du Guillain-Barré, j'ai ce sentiment d'avoir pas eu mon corps. Enfin, j'ai besoin de me réapproprier mon corps avant de pouvoir relancer une grossesse, sachant que je sais les complexités que ce sera pour moi d'être enceinte, de repasser par les parcours de PMA, etc. Donc voilà, on a besoin de laisser passer un peu de temps et finalement, on se relance. Donc là, l'avantage, c'est qu'on sait que ça marche pas tout seul, donc on se refait pas les 1 an à attendre, à faire tous les examens. Directement, on peut commencer, mais néanmoins, ça reste difficile parce que un peu rebelote, les injections, machin, tout ce qui est pas quand même évident à vivre, mais là en plus, pareil, en fait, je retombe enceinte et refausse couche, mais exactement comme la première fois, en fait, refausse couche, mais en même temps quand même un embryon qui s'est accroché, mais dont on me dit, alors par contre, madame, non, ça va quand même pas marcher. Lui aussi va partir. Et je te passe tout le moment où on m'explique qu'en fait, je fais une grossesse extra-utérine. Donc en fait, il faut toujours que quand je me promène, il faut que j'ai mes examens sur moi parce que si je me mets à faire une hémorragie, il faut que très vite je puisse leur montrer ce qui se passe, etc. Bon, bref. Mais à ce moment-là, quand même, on se dit avec mon mari, en fait, là, si en effet le ballon baudruche, il se dégonfle et que c'est fini, parce que je peux plus, parce que en plus, ça a été une fausse couche plus difficile à vivre, etc. Et en fait, on se dit, bon, finalement, on est bien à 3 et on va peut-être pas s'imposer ça. Si ça se marche pas, là, en fait, on arrête. C'était la last chance et après, vous arrêtiez. Ouais. Vous étiez de toute façon très bien à 3. Quoi. Ouais, exactement. Et puis finalement, contre toute attente, le ballon baudruche s'accroche, se gonfle et puis tient. Donc voilà, contre vraiment toute attente. Mais quand même, à 5 mois et demi de grossesse, tout à coup, je vais accoucher. C'est-à-dire que pas je repère les os, mais je me mets à avoir beaucoup de contractions. Je vois ma gynéco qui me dit « Ouh là là, tel que c'est, le col, etc., il faut que vous alliez tout de suite à la maternité parce que ça va pas, vous pourriez accoucher vite. » Et de fait, mon ventre se met à contracter, comme quand on va accoucher. Je commence à avoir une montée de lait. Donc je suis
à la maternité et on me fait les injections, etc. Et finalement, encore une fois, le petit bout s'accroche. Je lui parle, je dis ah non, 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 mais il faut pas 5 mois et demi. Enfin, je sais les galères que ça va être. En plus, moi, mes demi-frères et sœurs sont nés à 6 mois de grossesse. Donc lui, il m'écoute. Peut-être la seule fois où il m'a écouté depuis qu'il est petit, mais C'était la bonne mais fois. c'était la bonne. Et donc, il s'accroche, mais quand même, parce qu'on est quand même passé à deux doigts, on me dit, bon, bah là, par contre, le boulot, tout ça, ça s'arrête. Du Ça, jour au c'était lendemain. combien de temps après ton Guillain-Barré, du coup? C'est 4 ans après. 4 ans après. Ouais, parce que L'Oréal, ils auront quand même fait premier congé maternité, Guillain-Barré, deuxième congé Ouais. maternité alité. Enfin, Mm. tu vois, je veux dire, là, t'as Ouais. raison. Tous les employeurs ne le font pas, quoi. Mm, Donc, mm. Non, non, complètement. Complètement. Et du jour au lendemain, ouais, je suis quasiment alitée. Alors, je sais pas, je peux quand même un peu bouger, mais on m'explique que ça va être, je me rappelle, la médecin me dit, c'est la vie d'une grand-mère. Donc, vous pouvez aller jusqu'à votre boulangerie, doucement, mais voilà. Ah oui. C'est tout. Et là, c'est encore un peu dur par rapport à ma fille. Parce que du coup, du jour au lendemain, je peux plus la porter. Je me rappelle, bah on avait oui. prévu, je devais l'amener voir un spectacle. Du coup, c'est pas moi qui y vais. Elle y va avec son papa. Et... Donc, bon, c'est T'as l'impression que tu la Ouais. laisses un peu tomber, entre Ouais. guillemets, sans le vouloir, mais Ouais. forcément, tu dois faire attention, quoi. Après, l'avantage, je dois dire, c'est que là, j'ai vécu pleinement ma grossesse. Non pas que j'ai adoré, parce qu'en plus, je me suis tapé des contractions tout le temps et tout ça. Mais quand même, ce sentiment de me focus sur ça, sur ce qui est en train de se passer, ce que j'avais pas du tout eu la première fois, et ça change. Et quand même, je trouve ça assez agréable. Et puis finalement, la grossesse va jusqu'à 8 mois et demi. Et j'accouche qu'à 8 mois et demi. Et en effet, de façon encore alors, folklorique, j'en sais rien, mais en gros, je perds les os à minuit et à 1h20, j'ai accouché. Voilà. Voilà. Merci d'être passé. Merci. Au revoir, madame. Vous pouvez rentrer chez Voilà. vous. Quoi. Donc, toi, tu fais que des accouchements express, quoi. Voilà. Et sans péridurale, du coup. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Donc, le petit Marceau naît. Le petit Marceau naît. Le petit Marceau va bien. Va bien. Et là, vous trouvez un équilibre à 4, du coup, qui est encore autre chose. Ouais. Tu reprends le boulot. Et donc là, tu es à la Fondation L'Oréal. Et là, je suis à la Fondation L'Oréal. À ce moment-là, je suis plutôt côté... Enfin, je suis déjà dans les programmes, ce qu'on appelle les programmes. Donc moi, je dirige un des programmes à ce moment-là de la Fondation L'Oréal. Et puis, je m'éclate. Et en effet, je retrouve mon rythme, mais assez facilement. Non, faut pas dire ça. En fait, je trouve que ce qui est challengeant, c'est encore plus qu'avant, ce côté, tu te partages ta vie. Le matin, tu as un tunnel, tu arrives au boulot, tu as un tunnel, tu veux donner à fond. Le soir, faut partir vite. S'occuper des enfants. 2, c'est quand même pas 1. Alors encore, nous, là, on a la chance, la grande, elle est quand même, elle a 5 ans, donc elle est quand même un peu autonome. Mais quand même, ouais, c'est plus un challenge de la vie du quotidien. Donc, les choses, les forces en présence se réorganisent bien. Et puis moi, j'ai la chance que mon mari... la chance, c'est terrible hein, quand on est une femme de dire j'ai la chance de... Mon mari fait sa part du job et s'occupe des enfants. Et vraiment, on se partage très bien les choses. Donc, ça soulage. Mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, il n'y a pas une minute de temps perdu. Enfin, tu gères, moi je dis souvent, je gère mon boulot et puis je gère l'entreprise familiale à côté. Et du coup, entre le moment où tu rentres à la Fondation L'Oréal et le moment où tu deviens directrice de la Fondation L'Oréal, il se passe combien de temps? Et j'imagine que c'est le moment où Marceau est tout petit, où ta fille a 5 ans, etc. Donc, comment est-ce que tu le vis aussi, ce côté, peut-être pas carriériste, mais ce côté ambition, envie d'avoir cet impact qui reste toujours très présent et tu as trouvé un super moyen de le faire. Je précise que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par L'Oréal, parce qu'on pourrait le croire, mais ce n'est pas vrai. J'ai juste tellement aimé être là-bas et je trouve que c'est une entreprise incroyable, donc je trouve que ça vaut la peine de le dire, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour avoir des candidatures. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette ascension au sein de la fondation et ton rôle de maman, ton rôle d'épouse et ton rôle de working girl, parce que moi, je t'ai vu et tu bosses énormément, tu as un rythme effréné. Voilà, comment est-ce que tout ça s'agence un petit peu? Écoute, alors sur l'évolution en tant que telle, c'est drôle parce que je me suis jamais vue comme quelqu'un d'ambitieux. Pourtant, on me dit souvent, vous devez avoir beaucoup d'ambition pour en arriver là, etc. Mais je me suis vraiment, sincèrement, jamais vue comme quelqu'un d'ambitieux. C'est plus, encore une fois, en fait, j'avance. Oui, je veux avoir de l'impact. Je veux bien faire mon boulot et pour moi, c'est important. Mais je m'étais jamais vue, par exemple, à ce job-là. Quand je suis rentrée à la Fondation en 2018, je me suis jamais dit, je vais finir directrice de la Fondation L'Oréal. Jamais, vraiment, sincèrement. Mais bon, voilà, les choses se sont faites petit à petit et parfois, j'en ai été peut-être la première surprise, hein, honnêtement. Donc, déjà, ça libère, je pense, d'un poids de te dire, je veux être là demain et du coup, comment je fais pour y aller? C'était plus vraiment comment faire le maximum et donner le meilleur de moi à chaque étape de mon parcours. Mais là où tu as raison, c'est vrai que c'est un job très prenant. Ça a été des années quand même
où j'ai évolué et où il faut faire quand même malgré tout tes preuves. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Non pas que j'ai eu le sentiment que quelqu'un m'a dit il faut faire tes preuves, mais voilà, tu te mets la tu pression te mets aussi la toute pression seule. toi-même. Et c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, parfois, tu as l'impression que tous les challenges sont là en même temps et avec forcément son lot de culpabilité. Moi, je suis la première à dire voilà, aux femmes de mon équipe, il faut pas culpabiliser. De toute façon, on fait du mieux qu'on peut et on fait bien comme on peut. Mais pour autant, Faut honnêtement, bosser. moi aussi, je suis... voilà. Bah oui. Et enfin, voilà, et c'est comment tu arrives à tout conjuguer en ayant l'impression que parfois, tu n'es jamais pleinement là où tu devrais. Parce que, oui, tu dis que je bosse beaucoup, mais en même temps, parfois, j'aimerais pouvoir rester au boulot beaucoup plus tard. Mais en fait, je peux pas et je veux pas non plus parce que je sais que c'est important. Je veux pas passer à côté des années de mes enfants. Je veux pas passer à côté d'eux. Et surtout, ma plus grande crainte, c'est qu'un jour, ils me disent t'as préféré ta vie ou ta carrière à nous. Et ça, pour moi, c'est impossible. Je veux, et je leur dis souvent, qu'ils sachent que rien n'était plus important dans ma vie que eux. Je veux vraiment qu'ils aient cette certitude parce que pour moi, c'est une manière, je pense, d'avoir une sécurité folle et que je le pense. Je pourrais tout quitter pour eux. Je dis pas que je le ferais de gaieté de cœur, mais si demain, pour une raison ou une autre, il fallait que je le fasse, je quitterais tout pour eux. Parce que je trouve qu'en tant que maman, enfin maman ou papa d'ailleurs, mais quand on est parent, on a eu la volonté d'avoir des enfants qui n'avaient rien demandé à personne. C'est vrai. Et je trouve que du coup, on porte une responsabilité. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est de me dire, après, si tu leur demandes, ma fille, elle va te dire, là, elle me sort ça régulièrement en ce moment, ah, maman, t'es jamais là le soir. Alors, ce qui n'est pas vrai, elle ne se rend pas compte les sacrifices que je fais. Parce qu'au final, si, quasiment tous les soirs, je suis là à la maison à 19h. Alors oui, parfois, j'ai des impératifs le soir et ça m'arrive d'aller en moyenne 1 ou 2 fois par semaine. Il faut que je me rende à tel événement ou tel autre. Mais vraiment, je fais quasiment aucun voyage. Enfin voilà, je les priorise beaucoup. Et bien sûr que c'est normal, c'est des enfants, ils sont petits, ils réalisent pas. Et j'espère qu'un jour, ils se diront quand même, bon, elle s'en maman... rendra compte plus tard. Bah, bien sûr. Tu sais, moi, j'ai critiqué ma maman pendant des années parce que je la trouvais pas présente, pas là. Et aujourd'hui, je comprends parce que je fais un peu la même chose et que je fais juste ce que je peux, quoi. C'est ça. C'est ça. On devient beaucoup plus clément avec nos propres parents le jour où on devient parent. C'est vrai. Et alors, du coup, c'est quoi tes tips un peu pour voir tes enfants le plus possible et puis pour ton couple aussi? Est-ce que vous gardez des moments à deux de façon régulière? C'est quoi un petit peu Qu'est-ce que tu mets en place pour garder cet équilibre, en fait? Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu... On a des règles de vie. Par exemple, moi, je m'interdis... En principe, j'ai pas plus qu'un soir par semaine en dehors de la maison. Alors, parfois, c'est 2. Quand j'ai pas le choix, peut-être ça va arriver 1 fois par mois, que ça va être 2 fois, mais c'est jamais plus. Et je sais dire non à beaucoup d'opportunités le soir professionnelles, mais aussi personnelles. Et c'est ça parfois le plus dur. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est que souvent j'ai des amis qui me disent quand est-ce qu'on se voit, et je leur dis 1 mois et demi, 2 mois, et donc tu tapes toujours non mais tu blagues, c'est quoi cet agenda de ministre? Bon ça me fait pas plaisir, hein, je me sens moi-même un peu gênée, mais voilà, c'est une règle que je me suis fixée avec moi-même, c'est un soir maximum par semaine, ou si j'ai un truc de boulot, du coup j'aurai pas un truc perso. Et à partir du vendredi soir, on est en famille. C'est-à-dire que je vais jamais prendre quelque chose du boulot ou avec des amis seuls à partir du vendredi soir. Vendredi, samedi, dimanche, c'est la famille. On peut faire des choses ensemble, ou parfois qu'avec mon mari, il n'y a pas forcément toujours les enfants, mais en tout cas, on sera toujours... C'est très très rare qu'on ne fasse pas des choses en couple à partir du vendredi soir. Donc ça permet d'avoir toujours ces moments un peu sanctuarisés où on est ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. Je pense que mon mari et moi, on est très... alors, je ne sais pas si le juste terme, c'est fusionnel, mais en fait, comme on s'est construit beaucoup tous les deux ensemble, depuis bientôt 20 ans maintenant, qu'on a beaucoup de choses en commun, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble, donc ça permet de garder, de passer du temps tous les deux. On ne fait pas tout ensemble, hein, mais beaucoup de choses. Et puis après, c'est de garder des moments, c'est d'être toujours dans le compromis. Moi, le soir, je pars toujours, il faut que je sois, et c'est hyper rare que je le fasse pas, à 19h à la maison. Pour libérer la nounou, on rentre tous les deux, mon mari et moi, à 19h à la maison, et on libère la nounou, et il y a un temps avec les enfants. Je dis pas, alors c'est pas le temps, oh, mon chéri, ma chérie, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Genre ça crie, t'as fait tes devoirs, mais je comprends pas, pourquoi t'as pas encore? Mais on te l'a dit de prendre ton cahier, bon, tu vas être puni, Marceau, ça crie, tu m'éteins la télé. Voilà, souvent c'est ça, hein. Mais c'est du temps ensemble, néanmoins. Et parfois, souvent, oui, je vais rouvrir mon ordinateur une fois que je les ai couchés, répondre à des mails. Parfois, j'ai des coups de téléphone qui sont plus tard dans la soirée. Mais voilà, j'ai ces espèces de moments où je me dis, c'est rare que le soir, ils ne me voient pas. Ok.
Et le matin, on est toujours là, je les amène à l'école. Le week-end, j'essaye de prendre quand même des moments avec eux, pour eux. Bon, c'est ma manière de Mmh. concilier, Ah voilà. bah, on fait des choisir, c'est renoncer, hein, donc Choisir, c'est renoncer. Donc, mais c'est vrai que parfois, c'est un marathon quand tu veux tout caser, le boulot, les enfants, le couple, la vie sociale, les amis, la famille, le sport, enfin. Et donc c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être dans une course permanente, et de pas souvent mettre la tête en dehors de l'eau. Mais bon, je me dis que c'est ces années-là aussi et que ça vaut le coup. Et puis surtout garder en tête que quand même tout va bien, que j'ai ce que j'ai voulu, Mmh. et que c'est certainement des années quand je les regarderai, dans 10, 20 ans, où je me dirai: «Mais c'était génial», et je veux pas me dire, regretter. Voilà, je pense qu'il y aura rien à regretter, tu auras fait tout ce que tu pouvais et quitte à sacrifier des choses Mmh. pour eux, quoi. Donc je pense que c'est, trop bien. Bah, ça en fait des tips, alors là, on a des choses à faire. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de, déjà quand on t'a nommé à la tête de la Fondation L'Oréal, qu'est-ce que toi tu as ressenti en tant que femme? Puisque tu me dis que tu pas carriériste, que tu prévois pas, c'est quand même un accomplissement de dingue. Surtout pour toi, où on a un peu l'impression que la boucle est bouclée dans la mesure où, bah, tu bosses dans cette fondation qui a un impact réel, ultra puissant dans le monde actuel dans lequel on est, qui est une fondation qui a des moyens, donc tu peux faire des choses, dans une boîte fantastique. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a proposé ce job-là? Et ben, comme beaucoup de femmes, un énorme syndrome de l'imposteur. Bien sûr, évidemment. Voilà, le même dont je dis, aux filles de mon équipe: «Mais pas du tout, faut arrêter avec ça». Mais évidemment que je l'ai ressenti en me disant: «Mais pourquoi moi? Est-ce que vous êtes sûrs? Est-ce que je vais être à la hauteur?» Voilà, et en même temps en me disant, je préfère que ce soit moi parce que, j'ai vraiment envie, d'avoir cet impact, je connais la cause, je la porte. Mais c'est vrai que tu as forcément, et encore parfois aujourd'hui, hein, où je me dis, «Mais est-ce que vraiment moi? Pourquoi?» Alors que ça fait plus d'un an que tu Ouais, y es? ça fait 1 an que j'ai Mmh. été nommée, mais tout en me disant que je fais bien le job, hein. Je me dis pas que je fais pas bien le job, mais voilà, tu peux pas empêcher. Après, je pense que c'est salutaire aussi, tant que ça te paralyse pas. Mmh. C'est aussi pour moi une manière de me dire: «On se remet en question, on fait preuve d'humilité dans ce qu'on fait». Enfin, pour moi, c'est hyper important aussi. Mais c'est vrai que voilà, ouais, j'ai eu à la fois, je me dis: «Waouh, énorme chance, il faut que je sois à la hauteur». Parce que j'avais aussi beaucoup conscience, des enjeux du monde dans lequel on évolue, de la nécessité, de ces fondations, de cette action en faveur des femmes. Donc, voilà, il faut être à la hauteur, il faut y aller et il faut donner le meilleur de soi. Ouais, et c'est, ce que tu fais très bien d'ailleurs. Est-ce que tu as, c'est une question que je pose à chaque fois, mais, est-ce que tu as un rôle modèle, une femme qui t'a vraiment marqué dans ta vie, inspiré? Qui serait ton rôle modèle si tu devais la citer? Écoute, je crois, alors désolée, ça va pas répondre exactement à ta question, mais en fait, je crois que je me suis plutôt construite à l'inverse. En regardant, et donc je te donnerai pas de nom, mais des femmes ou des hommes d'ailleurs, mais plutôt des femmes, en me disant: «En fait, ça me dérange, ces leaders, ce qu'ils sont devenus, et je et qu'est-ce qui me dérange? Et du coup, fais attention de ne pas devenir comme ça». Et je crois que dans ma vie, je me suis beaucoup construite comme ça, de me dire: «Je ne veux pas être comme ça». Et c'est plus ça qui a été ma boussole, qui m'a guidée pour devenir, que vraiment me dire: «Je veux être comme ça», ou «Cette femme m'inspire particulièrement». Après, inspirer, j'ai envie de dire, c'est au quotidien, c'est les héros du quotidien. Ça peut être une maman de mon équipe, dont je vois qu'elle jongle et qu'elle arrive à tout faire. C'est évidemment toutes les associations avec lesquelles j'interagis au quotidien, où c'est des gens qui se lèvent le matin dans des conditions difficiles et qui donnent tout Mmh. pour l'impact, pour aider des gens. Mais ça force l'admiration, et c'est des vrais rôles modèles du quotidien. Donc en fait, je trouve que tu peux être inspiré au quotidien de tout un tas de gens que tu rencontres. Et moi, ça m'a toujours marqué dans mon parcours, ces femmes incroyables que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais aussi des moins incroyables, ou en tout cas sur certains aspects, et de me dire: «Ah, ça, warning, deviens pas comme ça». OK, et c'est aussi le but de ce podcast, c'est d'inspirer, donc je comprends ce que tu dis. Pour toi, quelles sont les qualités d'une bonne manager, d'une bonne leader? La question du leadership, ça m'a beaucoup travaillé, parce que j'ai eu très vite le sentiment de pas avoir les traits habituels, sans doute, qu'on attendait d'un leader. Et je me suis, beaucoup interrogée, notamment sur un côté, est-ce que parfois on voyait pas chez moi de la faiblesse? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui écrit, par exemple, ou qui j'aime pas du tout imposer. Moi, je suis beaucoup pour, la collaboration, l'esprit collaboratif, travailler avec les autres. Et c'est vrai que parfois ça m'a interrogée en me disant que justement je retrouvais pas de rôle modèle.
dans un leadership qui, moi, me semblait être celui vers lequel je voulais aller. Et ça, c'était un peu dur parfois, de me dire, mais c'est quoi le modèle? Et est-ce que du coup, comme je ne vois pas de modèle, est-ce que c'est parce que je suis dans le faux? Parce que moi, pour répondre à ta question, le bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être vraiment bienveillant, à l'écoute, qui doit avoir une vision, mais qui doit savoir embarquer. Et pour moi, avoir une vision et savoir embarquer, ça ne veut pas dire que toi, tu as la vision seule et tu dis, voilà où on va aller, allez-y les gars. C'est vraiment de la co-construire, de s'enrichir des autres, de savoir se remettre en question. De dire, bah non, j'ai pas toutes les réponses. Et on va essayer de les trouver ensemble. Et à la fin, bien sûr, il faut savoir prendre ses responsabilités et décider. Mais le faire collectivement. Ouais. Le chemin. Le chemin. Et quelle image est-ce que toi, t'aimerais ou tu souhaites renvoyer, puisque tu as une fille et un garçon, donc le choix du roi, comme on dit. Quelle image est-ce que toi, en tant que femme, en tant que mère, tu t'aimerais que tes enfants aient de toi plus tard, en fait? Quelle image t'aimerais renvoyer à tes enfants? Alors, j'aimerais déjà qu'ils se disent que j'étais une bonne maman. Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne mère, en vrai? Je sais pas. Mais que j'ai été une maman pour eux. Voilà. J'ai été une maman pour eux. Forcément une bonne maman. C'est impossible, une bonne maman, c'est hyper subjectif. Ouais, mais que j'ai été là pour eux. Voilà, que tu as fait ton maximum en tant que maman pour eux. Bon, après, ils iront chez le psy. Bien sûr, ils iront tous. Mais voilà. Et après, j'espère qu'ils se diront, moi, j'étais fière de ce qu'elle a à sa hauteur, mais ce qu'elle a pu apporter dans le monde dans lequel on évolue et de faire sa part. L'impact. L'impact. Tu vas nous faire des petits militants. J'espère. Ah bah bien sûr. Je te le souhaite, écoute. Une dernière question. Quel serait le message que tu aimerais passer aux futures générations? Parce que c'est aussi le but de ce podcast-là, c'est qu'est-ce qu'on dit aux futures générations, nous, en tant que femmes, aujourd'hui? Je pense que la première chose qu'on doit leur dire, c'est que c'est pas la future génération, c'est le présent. En fait, quand on dit les futures générations, il y a un côté un peu paternaliste, et en fait, c'est eux. Nous, peut-être qu'on est déjà un peu le passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on partage aujourd'hui le temps et le monde dans lequel on est. Et moi, je crois beaucoup au fait de leur dire, vous êtes la génération d'aujourd'hui et allez-y, les gars, challengez-nous, challengez l'état du monde, engagez-vous. Et je pense que si on veut que demain le monde aille mieux, il faut qu'on arrête de penser que la vérité, elle peut juste venir de nous, adultes bien établis. Au contraire, il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire, même si parfois ça nous plaît pas trop et que voilà. Mais en fait, je pense que c'est ça. C'est vraiment leur dire, c'est vous êtes le présent. Ah oui, en fait, tu adresses un message à notre génération vis-à-vis des jeunes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de la Fondation en tant que telle, de sa mission? Alors, la Fondation L'Oréal, vraiment, sa mission, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles aient leur juste place dans la société. C'est vraiment ça, depuis bientôt 20 ans que la Fondation a été créée. Et on va le faire au travers de deux axes qui sont très liés finalement à ce qu'est L'Oréal, la science et la beauté. Donc la science, c'est comment on fait concrètement pour qu'il y ait un maximum de femmes qui aillent vers les métiers de la recherche, de la science. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on laisse le monde se faire par des hommes. Et du coup, c'est pas qu'ils nous veulent du mal, mais si c'est eux qui le designent tout seuls, ce sera un monde pour les hommes. Et c'est un peu toutes les questions qu'on voit aujourd'hui sur les questions de la santé, notamment, où on voit que les femmes ont été un peu laissées pour compte. Et puis après, on a un volet qui va être l'idée d'utiliser la beauté et le prendre soin de soi pour aider des femmes dans des situations de grande vulnérabilité à se réinsérer, se reconstruire. Donc on a des actions de socio-esthétique pour retravailler l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis on met en place des formations au métier de la beauté et de la coiffure dans une 30aine de pays dans le monde pour permettre à des femmes d'accéder à des formations en quelques mois pour pouvoir après réaccéder à l'emploi. Et puis, on a aussi un autre volet, alors là, porté par ce qu'on appelle le Fonds L'Oréal pour les femmes, mais qui est on va accompagner financièrement des centaines d'associations dans le monde qui viennent en aide aux femmes en situation de grande vulnérabilité, donc notamment victimes de violences ou de pauvreté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mission, je pense, de la Fondation L'Oréal ou du Fonds L'Oréal pour les femmes, elle est très importante parce que, évidemment, les femmes ont toujours souffert d'inégalités depuis que le monde est monde. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit qu'il y a un retour en arrière, en tout cas une menace qui pèse sur les droits des femmes, la montée de mouvements extrémistes, la montée de mouvements masculinistes, etc. La baisse des financements publics qu'on voit partout à travers le monde. C'est vraiment une réalité. Souvent,
on cite un pays ou un autre, mais vraiment, la réalité, c'est que c'est partout le cas. Or, ces associations-là, c'est elles qui font vivre notre démocratie, hein, c'est elles qui répondent vraiment à des missions publiques d'intérêt général. Donc, c'est un peu tout ça qui fait dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, je pense, la mission de la Fondation ou du Fonds L'Oréal pour les femmes, elles sont absolument nécessaires et cruciales parce que c'est l'ONU Femmes qui disait il y a quelques années que si on voulait atteindre l'égalité parfaite homme-femme, il faudrait, alors je sais plus, les chiffres, c'était autour de 100-150 ans. Les derniers chiffres qui sont sortis, c'est qu'il faudrait plus de 300 ans. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un moment qui est favorable aux droits des femmes. Il y a de multi-crises et on le sait, hein, les crises sont toujours des moments qui menacent les droits des minorités et les droits des femmes en particulier. Donc voilà, il faut plus que jamais agir aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup cette image de la métaphore de la marée. Tu sais, la marée, quand elle monte, elle a des mouvements de recul, mais néanmoins, elle continue d'avancer. Moi, j'aime me dire qu'on est un peu là-dedans. On est à un moment où la marée, elle recule un peu, mais néanmoins, on est sur cette trajectoire où ça avance et c'est ce qu'il faut garder en tête. De toute façon, à l'heure où on enregistre, je crois que depuis ce matin, 11h31, les femmes travaillent, entre guillemets, gratuitement à cause des inégalités salariales hommes-femmes, en tout cas pour la France. Tu as le sentiment, toi, que la cause des femmes évolue pas dans le bon sens, qu'il y a des vraies mises en danger là en ce moment, que ça recule même parfois, avec tout ce que tu vois? Ça recule. On le voit dans beaucoup de pays. Déjà, quand on est avec des gouvernements qui sont très conservateurs, on le voit, les droits à l'avortement, droits sexuels et reproductifs notamment, sont très malmenés. L'accès à l'éducation pour les petites filles, on le voit, c'est un mouvement global de société. Donc vous l'aurez compris, en conclusion, Pauline, c'est un mélange de bienveillance et d'ambition, de douceur et de puissance. C'est vraiment une manager et une leader incroyable, une maman accomplie. Elle parle vachement bien de la maternité avec ses bons et ses moins bons côtés. Ce qu'il faut se souvenir quand même, c'est que du début de sa vie jusqu'à là où elle en est aujourd'hui, elle a été drivée par une chose, l'envie d'avoir un impact. Et la preuve en est, c'est que même sans forcément choisir à tracer sa route, choisir les chemins qu'on prend de façon ambitieuse, en fait, on y arrive quand on ouvre ses chakras, puisque c'est un peu la leçon qu'on retire d'aujourd'hui. Il faut laisser la vie venir à soi et se créer des opportunités. Et en général, on atterrit là où on est censé être. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce deuxième épisode de Rôle Modèle. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a ému, qu'il vous a décomplexé sur plein de choses. Et j'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode numéro 3. À bientôt.